avec beaucoup de peine organisé ce séminaire. Et je vais commencer, donc mon thème, c'est la filiation. Je vais commencer par la définition de filiation. C'est ce par quoi un individu se est relié par le groupe auquel il appartient à ses ascendants et descendants réels et imaginaires. Il y a deux grandes notions de filiation. Une, c'est juridique, tout l'univers génétique appartient, et anthropologique, où il y a la dimension généalogique. Pour les individus, il s'agit d'une construction par un travail mental. Ce travail est lié à un nom, un patronyme, qui sera inscrit dans une chaîne de connexion. Dans patronyme, il y a pater. Et sur le plan cognitif, ce processus est considéré un organisateur mental. Pour moi, il est impossible de parler de filiation sans parler du nom propre. Le nom propre, comme la parole en général, va jouer un rôle essentiel de médiation entre deux personnes et le groupe. Si je pars du principe que le mirage du semblable déclenche une relation agressive, la parole jouera un rôle de médiateur, permettant ainsi de transcender cette relation agressive fondamentale à la simple vue de l'autre. Tout ce qui est réalisable entre deux sujets demande médiation, car cette relation, la relation à l'autre, est marquée par l'imaginaire. De quoi est faite cette médiation? Elle est faite par le système symbolique à travers le langage. Quelle est l'origine du nom propre, du nom de famille? Le nom de famille fait partie d'une structure élémentaire, c'est-à-dire archaïque de la parenté, et est une pièce importante de la constitution de la réalité elle-même. Notre système de parenté est devenu extrêmement complexe et n'existerait pas sans le système des mots qui les expriment. Donc, nous avons d'un côté les mots qui les expriment, père, mère, fils, fille, sœur, frère, et de l'autre, le système de relations de parenté qui les règle. Et le nom sera aussi un indicateur de l'appartenance à un groupe. Déjà dans les organisations tribales, avant l'apparition des patronymes, qui eux datent de l'époque féodale, il y avait l'appartenance au totem. Le totem, sous la forme d'animaux, était destiné à marquer les différences entre les sujets d'un même clan et celui d'un autre groupe. Et comme Lacan a souligné dans l'introduction au nom du père, je les cite, « Le père ne peut être qu'un animal. Le père primordial est le père d'avant l'interdit de l'inceste, d'avant l'apparition de la loi, de l'ordre des structures, des alliances et de la parenté, en un mot, d'avant l'apparition de la culture. » C'est pourquoi Freud en fait le père de la horde. Le père viendrait en second terme après le totem qui a cette fonction, à savoir la fonction du nom propre, qui peut être vue comme une marque de fabrique. On peut dire qu'une filiation instituée, c'est ce qui permet de se définir à partir d'un réseau symbolique fait de places du fils, du père, de la mère, etc., avec la transmission du nom, mais aussi celle des biens, de l'autorité parentale et les appartenances. Tout ceci va déboucher sur une inscription symbolique qui a de l'ordre langagière et du droit. C'est dire que le lien de filiation est extrêmement lié à l'organisation culturelle, à la signification que la culture donne à cette organisation de la société. Et quand un sujet, aux prises avec un réel impossible à symboliser, décompense, il peut avoir recours à la production d'un scénario fantasmatique, comme par exemple le mythe individuel du névrosé, mais il peut aussi aller jusqu'à une idée délirante basée sur une fausseté de jugement dans une conviction inébranlable de sa construction imaginaire. La conviction inébranlable d'une construction imaginaire est le terrain fécond du délire. Tout délire va se développer à partir de ce terrain-là. Dans les trois registres essentiels de la réalité humaine, qui sont le symbolique, l'imaginaire et le réel, il y a une part de réel qui nous échappe. Comme Lacan a soulevé, cette part du réel qui nous échappe est liée à l'impossible.
un impossible qui serait irreprésentable, c'est-à-dire sans nom, indicible. Nous aurons là un vide qui cherche à être représenté. Alors les noms, les signifiants du langage en général, se prêtent bien à combler ce vide indicible. Qu'est-ce qui est premier dans l'établissement de l'identité de chaque sujet? Son nom d'abord, suivi de la date de sa naissance, qui est l'inscription dans le temps, et ensuite le lieu où il est né, dans la loi du sol, jus solis, ou son lieu d'origine, dans la loi du sang, jus sanguinis, comme c'est le cas de la Suisse. Ceci dit, est-ce qu'un délire de filiation est aussi un délire d'identité? En tout cas, c'est tout proche. Et quels sont les signes d'un délire? Dans tous les traités concernant ce phénomène, on peut extraire 2 signes, à savoir la présence de la certitude, la conviction inébranlable du sujet, et aussi la coloration mégalomaniaque. Et qu'est-ce qu'un délire de filiation? Il s'agit du remplacement des parents réels par des parents imaginaires, généralement illustres. Le délirant va faire preuve d'une grande fécondité mentale et d'une imagination débordante. Mais actuellement, grâce aux médicaments et aux possibilités d'analyse génétique, on trouve de moins en moins de grands délires de filiation comme autrefois. On peut inclure dans ces délires les identités délirantes comme autrefois dans la population asilaire, ceux qui se prenaient pour Napoléon, Jésus, etc., généralement des noms aux figures illustres. Une fois, dans une exposition de Goya à la Fondation Abbé Hilaire, il y avait un petit tableau, comme ça, très petit, et c'était un groupe, enfin avec des visages assez, vous savez, Goya fait des visages assez tordus, comme ça, dans un endroit sombre, il y avait des fenêtres en haut, on dirait une cave. Il y avait un groupe qui regardait une personne au milieu, qui était habillée avec un drap blanc, et puis une couronne de laurier, et qui parlait à ce groupe, et c'était Néron. Donc, il représentait Néron. Donc, ce petit tableau nous apporte quelque chose qui, je pense, qui était plus courant que maintenant. Et dans ces délires, on peut aussi trouver l'explication de la personne délirante par l'idée de réincarnation. Alors, Flavio Ungardel, notre collègue, m'a passé un podcast la semaine passée, d'une histoire que je ne connaissais pas du tout, qui est l'histoire de notre ex-président Fernando Collor de Mello, qui a été élu président en 1989 et par un impeachment en 1992 a été destitué de son poste. Et il avait un frère qui s'appelait Pedro. Et c'est à travers ce frère qu'il a dénoncé son frère, Fernando, disant de tous les problèmes qu'il faisait, de toutes les... C'était un désastre pour le Brésil pendant 3 ans. Et il est destitué. On pensait qu'il allait se suicider, mais il ne s'est pas suicidé. Et un journaliste est allé dans la maison de Fernando Collor à un moment et il remarque dans le salon un petit hôtel. Et au milieu de cet hôtel, il y a un tableau, une espèce d'encadré comme ça, et c'est Dom Pedro I, qui a été empereur du Brésil, qui a donné l'indépendance du Brésil, fils de Dom João VI. Et Dom Pedro I, mais avec le visage de Fernando Collor. Il avait fait un photomontage, il l'a encadré et il l'a mis dans cet hôtel. Bon, le journaliste, donc le podcast est assez long, mais il paraît que la version, c'était peut-être un délire à bas bruit, parce que depuis l'enfance, sa mère, c'est une famille oligarque, hein, Alagoas. Il était fils d'une grande famille, et sa mère, depuis petit, il disait « Tu as le nez de Dom Pedro I ». Et sur ça, il a construit, je pense, ce délire un peu à bas bruit. Et puis, quand son frère le dénonce, il a dit bah, « Ça y est, je suis la réincarnation de Dom Pedro I. Et mon frère Pedro est la réincarnation de Dom Miguel,
qui était le frère de Dom Pedro I, parce que quand Dom Pedro I a demandé l'indépendance, donc en se séparant de Portugal de son père, quand il est mort, donc il ne pouvait pas être roi du Portugal parce qu'il était déjà empereur au Brésil, et il est allé au Portugal un peu fâché. Il y a eu une confusion, il y a eu une guerre civile qui a duré 2 ans, et Fernando Collor Jumel disait « c'est la réincarnation, je suis la réincarnation de Dom Pedro I, et mon frère est la réincarnation de Dom Miguel, il est venu se venger. » Il est venu se venger de moi. Bon. Alors ça pour dire que c'est des délires identitaires qui sont proches de délires de filiation. Aussi, une des variations de ce type de délire serait les doubles personnalités, phénomène très courant aux États-Unis dans les années 70-80, et on peut trouver beaucoup d'histoires, beaucoup de cas décrites par Ian Harkin dans son livre L'âme réécrite. C'était une étrange épidémie qui s'est répandue en quelques années aux États-Unis, où les patients présentaient plusieurs personnalités qui s'alternaient et s'ignoraient les unes les autres. Ce que nous trouvons actuellement en clinique ambulatoire, ce sont très souvent des doutes sur la filiation du côté du père et aussi des constructions imaginaires sur la procréation, mais rarement des délires proprement dits. Nous pouvons aussi rencontrer ces délires de filiation descendante, généralement présentes chez les femmes, dans les dépressions postpartum, les délires puerpérales, qui sont un délire de filiation projeté sur la descendance. Un bon exemple de ça, c'est le film Rosemary's Baby, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est de Polanski, où elle fait un délire de filiation. Donc il montre des détails pendant la grossesse, c'était Mia Farrow qui avait le personnage, des détails qui donnaient des signes, et à la fin il est suggéré qu'elle a accouché du fils du diable, qui est du mauvais côté, mais c'est quand même une figure illustre. Donc, vous voyez que le côté mégalomaniaque est toujours présent. Aujourd'hui, la biologisation des liens de filiation vont transformer tout cet ensemble symbolique, donnant une part prépondérante au réel grâce à la science. L'adage de pater semper incertus est et mater certissima est actuellement complètement transformé par la méthode d'empreinte génétique avec les dons de gamètes, PMA, GPA. Dans la clinique contemporaine, donc, la presque disparition de ce genre de délire de filiation est la conséquence directe. Le réel dominant dans la lecture de l'ADN ne laisse plus de place à la construction imaginaire pour colmater les failles de symbolique. Je vais vous proposer donc une variation qui n'est pas délirante en principe, car il s'agit du domaine littéraire dans le champ de la fiction.